Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ensemble pour 1 heure environ afin de suivre ce webinaire qui a pour thème l'accompagnement des habitants présentant le syndrome de Diogène. Alors pour rappel, ce webinaire est organisé par le CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur et financé par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de son plan régional santé-environnement. Alors, pour évoquer le syndrome de Diogène, nous avons avec nous aujourd'hui Anne-Claire Bell. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Magali. Anne-Claire est donc directrice région Sud-PACA des Compagnons Bâtisseurs. Peut-être déjà un petit mot. Qu'est-ce que sont les Compagnons Bâtisseurs? Oui, je vous remercie. Merci pour cette invitation. Donc, les Compagnons Bâtisseurs Provence, c'est une association loi de 1901 qui fait partie d'un mouvement national créé à l'après-guerre, le mouvement Compagnons Bâtisseurs. Nous faisons de l'insertion par le logement, c'est-à-dire que nous accompagnons les habitants dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions d'habitat, en les gardant au centre de leur projet. Alors, on accompagne les locataires du parc privé, du parc public, les propriétaires occupants. On peut faire des médiations avec eux, mais notre démarche atypique est l'autoréhabilitation accompagnée, c'est-à-dire qu'on intervient à domicile pour faire des travaux et des aménagements aux côtés des habitants et de nos techniciens confirmés, ainsi que de volontaires et de bénévoles. Très bien. Donc on comprend bien le lien avec le syndrome de Diogène que vous connaissez bien. Peut-être nous présenter les objectifs de ce webinaire en quelques mots? Oui, alors merci pour cette question. Pour moi, c'est très important de souligner que ce webinaire a pour moi 2 objectifs. Le premier, c'est déjà déconstruire la vision que l'on peut avoir de ce fameux syndrome de Diogène et qui, malheureusement, peut nous amener à porter des jugements sur les habitants qui présentent ce fameux syndrome. Et le deuxième objectif, c'est d'apporter, en tout cas, je l'espère, des solutions pratiques pour tous les professionnels qui vont nous écouter et qui sont en lien avec ce public. Très bien. Alors, quelques détails pratico-pratiques. À la fin des interventions, donc, nous aurons un temps d'échange d'une vingtaine de minutes environ, un peu plus, un peu moins, nous verrons. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Conversation de Teams, hein, n'hésitez pas. Ce webinaire est enregistré et il sera disponible sur le site du CRES. Alors, pour un bon confort audio et visuel, voilà, nous vous proposons de couper vos micros et vos caméras. Nous éviterons ainsi tous les bruits parasites. Mais évidemment, la parole vous sera redonnée donc en fin d'intervention. Voilà. Anne-Claire, c'est donc à vous. Je vous remercie. Alors, pour démarrer et déconstruire cette fameuse vision du syndrome de Diogène, je vais vous faire un peu l'historique de la perception de ce syndrome par l'ensemble des professionnels. Donc, la première fois que le terme syndrome de Diogène est apparu, c'était en 1975. C'est Clark, un gériatre américain, qui l'a ainsi nommé. Et donc, à cette époque-là, le syndrome de Diogène était considéré comme un comportement et un trouble du comportement, pas comme une maladie, qui conduisait à des conditions de vie négligées, voire insalubres, donc ce qu'on appelle actuellement l'incurie, et qui se caractérisait par une accumulation compulsive appelée silogomanie, donc accumulation compulsive, c'est-à-dire que les habitants ne pouvaient s'empêcher, malgré eux, d'accumuler des objets ou des déchets. Donc, jusqu'en 2013, le syndrome de Diogène reste classifié comme un trouble du comportement et notamment classifié comme un TOC ou trouble obsessionnel compulsif, qui fait donc référence à cette fameuse silogomanie, c'est-à-dire cette accumulation compulsive d'objets ou de déchets. On voit néanmoins qu'en 2013, on ne parle plus de conditions de vie négligées, c'est-à-dire que l'incurie peut faire partie du syndrome de Diogène, mais n'est pas une condition sine qua non pour le qualifier. En 2015, le syndrome de Diogène intègre le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et est défini pour la première fois par des critères très objectivés. Premier critère que du coup les professionnels qui nous écoutent reconnaîtront, c'est la difficulté pour l'habitant
à jeter ou à se séparer de certains objets indépendamment de leur valeur réelle. C'est-à-dire que dans des accompagnements, j'ai vu des habitants en incapacité de jeter des pots de yaourt vides, par exemple. Donc c'est vraiment indépendamment de leur valeur. Une détresse associée au fait de s'en séparer qui rend très compliqué l'accompagnement et le désencombrement avec des risques élevés de décompensation quand on fait à la place de l'habitant. Une altération de fonctionnement dans les domaines social ou professionnels. Donc, ce sont des personnes qui peuvent vivre recluses chez elles, d'où la difficulté de repérage. Et enfin, un déni de la réalité avec des habitants qui, bien souvent, ne comprennent pas la perception que l'on peut avoir du risque qu'ils encourent à vivre dans les conditions d'habitat dans lesquelles ils se trouvent. Voilà. Alors, j'ai intitulé ce prochain slide "Luttons contre les a priori" parce que effectivement, souvent dans les formations qui ont été dispensées, j'ai entendu un certain nombre d'a priori que je souhaiterais casser aujourd'hui. Donc, le syndrome de Diogène n'est pas une maladie. Alors, je suis une professionnelle de l'habitat, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mes sources sont fiables. Donc, c'est effectivement Jean-Claude Montfort, qui est neuropsychogériatre, qui est spécialiste mondial du syndrome de Diogène, ce qui n'est pas mon cas, et qui a identifié le syndrome de Diogène à partir d'un critère principal, donc c'est-à-dire l'absence de demande d'aide. On en a parlé précédemment, le déni de la réalité. Et d'un ou plusieurs critères complémentaires qui sont liés au rapport à l'objet, par exemple l'accumulation compulsive, ou au corps ou aux autres, c'est-à-dire le fait de s'isoler, le fait de souffrir d'incurie. C'est en 2014, lors d'une journée d'études sur l'incurie, qu'il réaffirme, donc il l'avait déjà dit, que le syndrome de Diogène n'est pas une maladie. À partir de ce moment-là, et à partir du moment où on a conscience, et quand je dis on a conscience, il faut vraiment l'intégrer, on sait qu'on ne peut pas le guérir. Donc je m'adresse à tous les professionnels. Quand on accompagne une personne qui a le syndrome de Diogène, on ne peut pas espérer arriver à transformer le logement en logement témoin, ou en tout cas un logement qui ressemble à notre propre logement. Deuxième a priori, le syndrome de Diogène n'est pas synonyme de trouble psychique. Effectivement, même s'il a intégré le DSM-5 qu'on a vu précédemment, plus de 80% des personnes qui présentent le syndrome de Diogène n'ont aucun antécédent psychique. C'est pour ça que les hospitalisations sous contrainte sont extrêmement complexes, parce que le syndrome de Diogène, n'étant pas forcément accompagné d'antécédents psychiques, on ne peut hospitaliser sous contrainte que des personnes qui se mettent en danger, mais d'un point de vue corporel, c'est-à-dire leur santé physique et pas leur santé mentale. Également, souvent, les a priori que l'on peut avoir sur les personnes qui ont le syndrome de Diogène, comme des personnes qui ne savent pas entretenir leur logement, comme des personnes qui ont un déni de la réalité, une perception erronée du mode de l'habitat. En fait, c'est... certes, il y a un trouble du comportement, mais pour autant, des études ont démontré que ces personnes, en majorité, avaient un niveau intellectuel supérieur à la moyenne. Chez les personnes que j'ai accompagnées, j'ai également vu des personnes qui ont conduit des carrières très brillantes, tout en vivant dans des conditions d'habitat négligées, sans que pour autant leurs collègues le sachent. Donc, avoir cette idée en tête. Et enfin, l'incurie n'est pas représentative du syndrome de Diogène. Souvent, je parle de cigolomanie avec de l'accumulation compulsive d'objets sans déchets. Et j'entends des professionnels me dire « Non, mais ça, c'est pas du vrai syndrome de Diogène ». Alors, il n'y a pas le vrai syndrome de Diogène et le faux syndrome de Diogène. L'incurie n'est pas représentative. Effectivement, quand il y a des signalements, pour troubles de voisinage notamment, on en arrive à des situations où effectivement il y a des problèmes, des nuisances olfactives et donc de l'accumulation de déchets. Pour autant, avec un repérage très précoce, on peut trouver des personnes qui présentent un syndrome de Diogène à un stade, au premier stade en fait, où on va être sur de l'accumulation, par exemple, de revues, tout simplement. Une fois qu'on a dit tout ça, il ne faut pas non plus rentrer donc les habitants que l'on rencontre dans des cases. C'est pour ça que je ne conseille pas l'utilisation de grilles
pour coucher et établir le fait qu'une personne qu'on accompagne présente ou pas le syndrome de Diogène. Moi-même étant professionnelle de l'habitat, je ne suis pas professionnelle de la santé. Et seul un médecin est habilité à qualifier le syndrome de Diogène. Donc l'idée, c'est d'avoir en tête ces définitions pour arriver à aiguiser l'analyse que l'on peut faire, les évaluations que l'on peut faire à domicile. Donc vraiment, les définitions que je vous ai présentées, c'était intéressant de voir l'historique, mais elles ne font pas tout. Pourquoi? Alors, une personne qui présente le syndrome de Diogène, ça peut être très variable. Elle peut effectivement vivre dans des logements qui sont remplis d'objets ou de déchets, ce dont on parle depuis le début et ce que vous connaissez tous, et là je m'adresse aux professionnels qui nous écoutent, mais elles peuvent également vivre dans des logements qui sont complètement vides. Donc moi, ça ne m'est jamais arrivé de rencontrer ce type de syndrome de Diogène, mais ça arrivait à un de mes collègues, par exemple, donc avec un monsieur qui avait dégondé les portes, les fenêtres et enlevé tous les équipements de son logement. Donc j'en informe quand même les professionnels parce que des fois, ce n'est pas une problématique d'appropriation du logement, ça mérite en fait déguiser l'évaluation que l'on fait à domicile. On peut avoir des personnes qui ont une attention excessive à l'hygiène. J'ai accompagné une personne qui lavait son logement à la javel tous les jours. Ou alors des personnes qui ont une négligence extrême dans leur logement. Et on est là effectivement sur des situations d'incurie. On peut avoir des personnes qui présentent un total déni de la situation, donc on les a vues dans les définitions, donc les personnes qui ne veulent pas se faire aider, ou alors par contre des personnes qui ressentent une profonde honte et qui du coup vont être dans une posture où elles vont être d'accord pour travailler avec les professionnels, mais avec une tendance à vouloir leur faire plaisir. Donc là, ça demande une posture professionnelle un peu particulière, mais si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas via le chat, j'y répondrai tout à l'heure. Enfin, au niveau du comportement des habitants qui présentent le syndrome de Diogène, souvent, on a quand même des personnes qui sont très méfiants vis-à-vis des tiers, mais qui peuvent être soit caractérielles, soit alors avec une personnalité tout autre, c'est-à-dire des personnes plutôt très généreuses, excentriques. Moi, j'avais une dame que j'ai accompagnée, je ne pouvais pas partir de son logement sans qu'elle m'ait donné des objets à elle. Donc, c'est vraiment un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte pour essayer d'identifier si la personne que l'on accompagne présente ou pas le syndrome de Diogène. Et avant tout, donc, ôter tout jugement sur le mode de vie des habitants. Ça, c'est le plus compliqué. C'est le risque principal de nos métiers. C'est de projeter sur l'habitant notre propre projection du mode d'habiter. J'imagine que vous et moi, nous n'avons pas la même façon d'habiter. Donc, il faut effectivement éviter tout jugement pour aussi éviter derrière de l'épuisement professionnel et des risques de burn-out que l'on rencontre beaucoup chez les professionnels du secteur social et médico-social. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a quand même certains traits communs, je vous rassure, dans le cadre du syndrome de Diogène, donc l'accumulation compulsive d'objets et de déchets, est souvent la conséquence en fait d'un trouble psychosocial. Donc, ce que j'ai pu observer, c'est souvent la conséquence d'un deuil, par exemple, ou d'une séparation. Et le fait d'accumuler les objets, de manière inconsciente, bien sûr, permet en fait de combler un manque affectif. Donc, alors, si on est, par exemple, travailleur social et qu'on se rend compte qu'il y a une personne change de comportement et commence à accumuler des affaires tout de suite après un deuil, la situation pourra éventuellement être prise en charge immédiatement en conseillant l'habitant d'aller voir un psychiatre pour gérer le deuil. Malheureusement, souvent, la situation, ce stress psychosocial date d'il y a 15 ou 20 ans et c'est pour ça que, du coup, même avec un accompagnement psychiatrique, c'est quasi impossible de pouvoir réparer le trouble et le drame qu'a pu vivre cette personne. Le fait de devoir aussi se séparer de ses affaires génère en fait pour l'habitant un stress profond.
qui peut soit les conduire à nous éviter. Donc ça, ce sont les personnes qui nous accueillent une fois à domicile et puis après qui ferment la porte ou qui nous disent oui, oui, je vais débarrasser les objets qui ne le font pas. Soit clairement à être agressif. Donc on en revient à tout ce qui est méfiance avec des personnes qui peuvent aller jusqu'à nous accuser de les voler. Donc vous avez ces deux types de comportements. Et quelque chose qui est par contre récurrent, c'est lorsqu'on y prête attention, une accumulation d'objets qui a souvent une même nature et qui a un lien avec le déclencheur du trouble comportemental. Excusez-moi. Alors, j'aime bien illustrer par des exemples. Dans le cas d'un des accompagnements que j'ai fait, par exemple, c'est un monsieur dont le logement était extrêmement encombré, donc il n'arrive même plus à se nourrir parce qu'il n'avait plus accès à sa cuisine, il ne pouvait plus prendre des soins à domicile, il n'avait plus accès à sa salle de bain. Et en fait, je me suis rendu compte que parmi tous les objets qu'il accumulait, alors il y avait beaucoup d'objets mais pas de déchets, il y avait beaucoup de transistors. Et en discutant avec sa psychiatre, j'ai appris que c'était un monsieur qui avait eu préalablement une addiction à l'alcool. Sa maman avec laquelle il vivait lui avait dit le jour où tu arrêteras, tu te soigneras et que tu ne boiras plus, pour dire les choses clairement, je t'offrirai un cadeau. Sa maman lui a offert un transistor le jour où ce monsieur a fini par se soigner. Et le jour où sa maman est décédée, donc le stress psychosocial, ce monsieur s'est mis à accumuler des transistors. De mémoire, il en avait 60. Voilà. Donc c'est un exemple. J'ai eu aussi des personnes qui ont vécu un licenciement économique, qui travaillaient dans une usine depuis plus de 30 ans, qui n'avaient connu que ce métier, qui se sont mis à accumuler des objets de chantier. Voilà. Donc on se rend compte qu'il y a certains objets, alors moi j'aime bien les appeler les objets doudous, qu'il est important de repérer pour ensuite savoir ce qu'il est bon de conseiller à l'habitant de trier, et ce qu'il est bon aussi de ne pas évoquer avec l'habitant, de manière à éviter de se retrouver la porte claquée au nez. Oui, parce qu'on va le voir, il faut y aller avec beaucoup de délicatesse. Tout à fait. Après, effectivement, on peut avoir des syndromes de Diogène qui sont associés à des troubles psychiques, donc les 20% restants. En règle générale, les personnes jeunes ou d'âge moyen sont plus facilement atteintes de schizophrénie ou de dépression sévère, ce qui entraîne souvent des situations d'incurie et d'isolement. Et les personnes âgées, par contre, on sera plus face à des sujets qui sont atteints de troubles neurodégénératifs, type maladie d'Alzheimer, avec une modification de leur personnalité et de leur humeur qui rend l'accompagnement particulièrement difficile. Voilà. Comment légitimer l'intervention d'un professionnel au domicile d'une personne qui présente le syndrome de Diogène? Quand on intervient à domicile, il faut toujours se demander pourquoi et être clair avec ça. Donc on l'a dit, il ne s'agit pas de transformer le logement en logement témoin. Il faut être certain d'intervenir pour des bonnes raisons. Alors quelles sont les bonnes raisons? Alors, l'accumulation d'objets ou de déchets peut entraîner effectivement un isolement social ou professionnel. On peut observer des risques sur la sécurité. Quand il y a des accumulations de revues, par exemple, il y a des risques forts d'incendie, des risques d'affaissement de plancher. On m'a fait remonter des situations de personnes qui accumulaient des bouteilles de gaz. Donc, c'est quand même assez lourd. Voilà, risque d'affaissement de plancher. Il y a également des risques sur la santé lorsqu'on est face à des accumulations de déchets, voire d'excréments, que ce soit des excréments humains ou des excréments liés à la présence de nombreux animaux. Et là, quand il y a des animaux en grand nombre, on appelle ça le syndrome de Noé. Les mauvaises raisons, donc se dire que l'on va guérir les habitants, ce n'est pas une maladie et on ne peut pas les guérir. Donc déjà, s'enlever cette charge mentale-là et se concentrer sur l'objectif qui est de permettre aux habitants de rester dans le logement sans risque ni pour leur santé, ni pour leur sécurité, ni pour celle bien évidemment des proches et de leur voisinage. Deuxième bonne raison, mauvaise raison, vouloir mettre en ordre le logement comme chez soi.
Et enfin, j'ai envie de citer le docteur Jean Furtos, qui est psychiatre, qui met en garde contre le fait que l'habiter fait écho à un bien-être chez soi, à des conditions de vie dignes, là où l'incurie apparaît comme un dérèglement du mode d'habiter. Voilà. L'incurie apparaît comme un dérèglement du mode de l'habiter, mais il faut garder à l'esprit que lorsque l'on est face à une personne qui a le syndrome de Diogène, chacun a le droit à la différence. Et lorsque l'on jette ne serait-ce que n'importe quel objet, ça peut être une atteinte au droit de la propriété. Donc toujours avoir ça en tête. Comment accompagner ce public? Alors, on n'accompagne pas une personne qui présente le syndrome de Diogène tout seul. C'est pas possible. On n'est pas des Superman, des Superwoman. Il faut travailler avec une vision globale de ce que peut présenter la situation, donc en termes d'habitat, et également l'histoire de l'habitant, son parcours, comme on l'on questionnerait un habitant lambda, si je puis dire. Donc il faut repérer les différents intervenants qui gravitent autour de la personne. Donc ça peut être des professionnels comme des aidants familiaux. Ne pas hésiter à organiser des réunions de concertation. Alors, c'est pas forcément quelque chose de chronophage, hein. Ça peut être 30 minutes au téléphone, ça peut être une visio. Depuis la situation de la crise sanitaire de 2020, on a malheureusement l'habitude des visios, mais ça peut être aussi avantageux. Donc, pas obligé d'organiser des comités techniques très formels. Et identifier un intervenant principal qui, lui, aura pour objet de travailler en direct avec l'habitant sur le désencombrement du logement. Parce que à travailler sur le même objet à plusieurs, en fait, c'est contre-productif et on se retrouve souvent instrumentalisé par les habitants qui, par cette procédure d'éviction dont je parlais tout à l'heure, se servent chaque professionnel pour dire oui, mais c'est pas ça qu'on devait faire, qu'on m'a dit de faire, etc. Donc vraiment avoir un intervenant en charge de tout ce qui va être accompagnement de l'habitant. Ne jamais aller chez l'habitant si on n'est pas introduit par une personne aussi qui a la confiance de l'habitant. Alors même s'il y a un signalement et que le signalement peut provenir de la mairie, de l'ARS, etc., ça veut dire que la mairie et l'ARS se sont par exemple déjà déplacés au domicile. Si l'on est professionnel, demander d'être accompagné par la personne qui a fait le premier diagnostic et qui peut nous introduire et donc légitimer l'intervention du professionnel qui par la suite va pouvoir travailler sur le désencombrement. Être toujours raccord avec l'ensemble des accompagnateurs, des habitants. C'est-à-dire que j'en reviens aux réunions de concertation, si on n'est pas informé, en fait, personne ne peut bien travailler. C'est-à-dire que si l'on se rend à domicile pour travailler sur les désencombrements et que, je vais prendre l'exemple du monsieur qui a accumulé les transistors, c'est dans le cadre d'un échange que j'ai appris cette situation, que j'ai fait remonter à la psychiatre qui elle-même a creusé, parce que le suivi n'était pas dû au syndrome de Diogène, a creusé cette question-là, mais du coup on peut tous s'aider. Donc vraiment, chaque intervenant doit tenir, je dirais quasiment en temps réel, compte de l'accompagnement qu'il fait aux autres intervenants. Enfin, faire très attention. Souvent, j'ai eu des professionnels qui même prenaient de leur temps le week-end pour désencombrer le logement pour que ça aille plus vite. Donc il faut savoir que la temporalité n'est pas celle dont on a envie. Elle est très longue, encore plus longue qu'avec des habitants qui présentent d'autres types de comportements ou des traumas. Donc il ne faut pas, surtout pas, priver brutalement les habitants de leurs objets parce qu'il y a quand même des risques très importants de décompensation. Alors ça peut aller de je cesse de m'alimenter jusqu'à je porte atteinte à mes jours. Donc faire attention à cette temporalité. Comment nous travaillons aux compagnons bâtisseurs? Donc, on fait toujours très attention au repérage. Plus le repérage est réalisé tôt, plus on arrive à évaluer, j'ai envie de dire, le développement du syndrome de Diogène que l'on a qualifié suivant un schéma qui suit 4 étapes. Donc, à la première étape, en fait, vous pouvez
vous pouvez repérer un logement qui va être en pagaille. Donc ça peut être une grosse pagaille. Alors il ne s'agit pas de porter des jugements, je le redis, mais dans beaucoup de logements où j'ai vu où il y avait cette espèce de grande pagaille, un peu des objets qui se retrouvaient dans des pièces, je dirais, inadéquates, il y a toujours un endroit où il y a toujours une récurrence d'objets qui nous sautent aux yeux. Donc par exemple, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent peuvent regarder la première photo, si elle est suffisamment visible à l'écran. On voit un mur avec plusieurs tableaux, plusieurs affiches. Ça ne peut rien vous évoquer, mais moi qui ai visité le logement, dans toutes les autres pièces, il n'y avait aucun tableau, aucune affiche. Donc c'est-à-dire que uniquement dans cette pièce-là, il y avait ces affiches accumulées sur un même mur, de même que j'ai pu voir dans d'autres logements des pierres, des minéraux, pareil, installés d'un seul côté d'une pièce, ou des horloges. Donc des accumulations d'objets de même nature, localisés. Localisés qu'à un seul endroit, avec un logement qui présente une grande pagaille. Quand on sort d'un logement de ce type, bien évidemment, on ne classe pas la personne comme une personne présentant le syndrome de Diogène, mais ça doit alerter. Donc il faut avoir, comme je dis, une petite lumière qui s'allume en se disant je fais prêter attention à l'évolution. Deuxième photo, deuxième étape, on se rend compte que du coup on a une accumulation qui se fait le long des murs. Alors souvent on va avoir des cartons, c'est toujours très j'ai envie de dire entassé méticuleusement, donc il semblerait qu'il y ait un ordre. On peut avoir des revues. Là, sur la deuxième photo, ce sont beaucoup d'ordinateurs et de chaînes stéréo qui étaient accumulés par une dame qui vivait seule. Troisième étape, une fois qu'on a accumulé le long des murs, c'est plus suffisant. Donc les personnes commencent à jeter les affaires ou les déchets par terre. Et là, on commence à arriver à des situations avec des risques de chute. Et dernière étape, celle qui souvent fait l'objet de signalements, qui est l'étape la plus problématique quand on la rencontre, c'est celle où les pièces sont tellement encombrées qu'on n'accède plus à sa chambre, donc on ne peut plus dormir dans son lit, on n'accède plus à la cuisine, on ne peut plus manger, on n'accède plus à la salle de bain, et en viennent des conditions d'hygiène. Ce travail d'évaluation des risques à domicile doit se faire en fait à chaque visite. En fait, il faut avoir l'œil à chaque visite pour voir si le syndrome évolue. Si vous voulez, en fait, les personnes qui présentent le syndrome de Diogène suivent en fait une séquence mentale inconsciente. On parle de combler un vide, et au Compagnon Bâtisseur Provence, on s'est rendu compte qu'il était possible de remplacer cette habitude d'accumulation compulsive inconsciente par une autre habitude, mais une habitude qui sera décidée et choisie et conduite avec et par l'habitant. Donc j'insiste, il faut vraiment reprogrammer une habitude, mais en ayant l'adhésion de l'habitant. Alors comment ? Alors surtout pas en disant bonjour, je viens pour désencombrer votre logement, mais plutôt en justifiant le tri et l'évacuation d'objets par un objet détourné. Par exemple, je me souviens m'être servi de la volonté d'un papa de pouvoir à nouveau recevoir son fils à domicile parce qu'il n'en avait plus la garde pour déjeuner, parce que tout son logement était encombré, notamment la cuisine, et il avait vraiment envie de pouvoir redéjeuner en tête-à-tête avec son fils. Donc ce qu'on a décidé, c'était de désencombrer la cuisine pour qu'il puisse recevoir son fils à domicile. Et donc cet objectif-là détourné, qui était de pouvoir déjeuner à son fils, lui a permis de désencombrer le logement petit à petit, catégorie d'objets par catégorie d'objets, puisque je vous ai dit qu'ils accumulaient des catégories d'objets. Donc on désencombre catégorie d'objets par catégorie d'objets. Donc on a fait d'abord tout ce qui était plastique, il avait des bidons en plastique, il avait beaucoup de toasters, donc ensuite on a fait tout ce qui était toaster. Donc vous voyez le type de démarche pour permettre in fine à cette personne, ce qui a été le cas, de pouvoir déjeuner avec son fils. Et petit à petit, on a fait toutes les pièces du logement, ensuite une chambre pour que son fils puisse venir passer un week-end, etc. Deuxième chose, il faut établir ce fameux protocole d'intervention avec l'habitant, tout en lui permettant
de conserver des objets. C'est-à-dire qu'on ne va pas, alors les objets doudous, on n'y touche pas, mais il s'agit de mettre en valeur certains objets tout en leur donnant des contenants pour que ça ne prenne pas une place trop importante. Un contenant, ça peut être un meuble, comme une pièce, par exemple. L'idée, alors j'avais une personne qui s'abonnait à beaucoup de revues, donc on lui a proposé, parce qu'il y en avait partout dans le logement, de trier les revues de la façon dont il le souhaitait. Donc c'était par catégorie. Il avait des revues de géographie, des revues de charme, ou alors c'était plutôt par ordre chronologique. Donc on lui a laissé le choix, en fait, du mode de tri, et ensuite on lui a proposé de mettre certaines bibliothèques à disposition pour ces revues, en lui disant quand vous en avez de nouvelles, vous savez que vous avez qu'à les réintégrer dans le meuble et sortir les anciennes, parce qu'il avait choisi de trier par date de parution, pour pouvoir ensuite vous en séparer, ce qui fera des heureux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas eu la chance de lire votre revue. Donc toujours valoriser l'objet qui sort, et trouver un contenant qui va permettre, en fait, d'éviter cette fameuse décompensation, parce que on valorise vraiment l'objet qui va rester, objet qui bien évidemment ne présente pas de danger pour l'habitant. Avant d'en parler aux exemples d'accompagnement, juste important, dans le protocole d'intervention que l'on met en place, toujours commencer par évacuer, s'il y en a, des situations qui portent atteinte à la santé ou la sécurité de la personne, avant d'être sur des objets de moindre risque, comme l'accumulation de revues en l'occurrence. Donc je vais vous donner un exemple. Donc on a accompagné une personne de Vaucluse, une locataire du parc public. C'est une personne qui avait été signalée par ses accompagnatrices comme une personne présentant le syndrome de Noé, avec plusieurs chats, et une accumulation compulsive d'objets. En fait, quand je me suis rendue à domicile, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait pas mal d'objets dans le logement, mais que cette personne manquait de rangement. Et en fait, de syndrome de Noé, il y avait 4 chats et c'était un T2. Donc, ce n'était pas un syndrome de Noé. Donc, c'est pour ça que je dis déconstruire la vision, parce qu'effectivement, quand on accompagne beaucoup de personnes ou qu'on a des rapports, et ça peut arriver, ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais professionnel, mais on peut avoir des rapports conflictuels avec les personnes que l'on accompagne. Ça ne fait pas de nous des mauvais professionnels. Ça rend les accompagnements difficiles, c'est tout. Donc, on peut avoir tendance à ces jugements. Et donc, avec cette personne-là, du coup, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une accumulation compulsive d'alimentation périmée. Donc, on a travaillé avec l'infirmière sur les risques pour la santé. Donc, on s'est dit, on va commencer par travailler sur l'alimentation périmée. Donc, la dame ayant pris conscience du risque pour sa santé, on a commencé à évacuer tout ce qui était alimentation périmée. Donc, c'est quelque chose de très logique, puisqu'il y a une logique, on en a parlé depuis le début, que présentent les personnes qui ont le syndrome du Diogène, le tri par les dates de péremption. Une fois qu'on a fait ça, la cuisine, vous voyez à l'image 1 et 2, il n'y avait aucun rangement. Elle avait un frigo qui dysfonctionnait et qui servait de garde-manger. Donc en fait, on a installé, c'est grâce à l'auto-réhabilitation accompagnée, on a pu réaménager la cuisine avec cette dame qui a pu choisir les meubles, etc. On a mis des post-it sur les meubles et elle a appris à ranger dans chaque meuble, un meuble pour l'alimentation sèche et salée, un meuble pour tout ce qui était sucré, les confitures, le sucre, etc. Donc, et en fait, avec cette logique, cette dame a pu apprendre à se réapproprier la cuisine. Petit à petit, on a fait les autres pièces. Et en effet, in fine, à la fin de l'accompagnement, on a pu constater que madame a pris des initiatives. Elle s'est séparée elle-même de linge de maison qu'elle avait en grande quantité et qui appartenait à sa maman décédée. Elle avait beaucoup de mal à s'en séparer, mais dans un T2, ça prenait beaucoup de place. Elle s'est inscrite à des cours de dessin et elle est devenue bénévole dans une association. Je tiens à souligner que je ne vends de rêve à personne. Il n'y a pas forcément des happy end, parce que je sais qu'après, je vais avoir des questions. Mais vous l'avez dit, ça peut arriver. En préambule, Anne-Claire, que on ne guérit pas. Mais en tout cas, on accompagne et parfois, on a des résultats. Merci Anne-Claire. On vous souhaite une excellente après-midi. Bonne journée à tous et à bon bientôt. week-end.